Bonsoir à tous et bienvenue sur Formule Campus, votre émission dédiée à la Formule 1 et au sport mécanique sur les ondes de Radio GMT. Je suis Thomas Bordelin-Blago et c'est toujours un plaisir de vous parler aujourd'hui pour cette neuvième émission que nous enregistrons le mardi 11 octobre et qui sera disponible dès demain sur les différentes plateformes de l'émission et de la radio. Tout de suite, on passe au générique introductif de l'émission avant de passer au sommaire. Victoire de Charles Leclerc en Italie. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Oh my God. What do you do? Et il va être historique ce pilote. L'ultime accélération, elle est là, elle est là. La victoire d'Esteban Ocon. C'est Fox. De retour après cette petite pause musicale d'introduction qui va me permettre, j'ai oublié, de présenter les deux personnes qui vont m'accompagner au cours de ce podcast avec Hugo et Louis. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Salut, ben moi ça va parfaitement, content de revenir après ces plusieurs semaines sans émission, donc ça va être cool. Je vais très bien également. C'est un plaisir, comme tu l'as dit, Hugo. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment depuis le GP de Belgique, il me semble qu'on n'avons pas fait d'émission. Oui, alors vous avez raison de le rappeler, messieurs, parce que en fait à la base cette émission devait être la 10e. On avait préparé une émission antérieure qui devait débriefer donc les derniers Grands Prix européens avant de passer à la tournée asiatique. Sauf que pour une raison technique, on n'a pas pu la publier. Donc du coup, c'est pour ça que cette émission sera donc notre neuvième podcast. Et donc on s'excuse d'ailleurs par ailleurs de cette longue absence, de cette longue pause. Mais bon, on va se rattraper avec ce podcast. Et tu vas me permettre sans transition de passer au sommaire de cette émission avec dans une première partie le traditionnel débrief du dernier Grand Prix qui a eu lieu au Japon sur le circuit de Suzuka et qui marque par ailleurs la fin de la tournée asiatique. On aura l'occasion de revenir sur différents aspects de ce week-end, notamment sur le deuxième cercle de Max Verstappen et le deuxième cercle de Max Verstappen, pardon. Dans une deuxième partie, ce sera une partie un peu plus débat. On reviendra sur le bilan de Daniel Ricciardo qui ne sera pas présent lors de la saison 2023 de Formule 1. Donc ensemble, on va discuter sur les points positifs et négatifs qu'on peut extraire du passage du pilote australien au cours de sa carrière en Formule 1. On reviendra également dans une troisième partie sur les actualités rapides autour des autres catégories. On évoquera le WRC, donc le championnat du monde des rallyes, le dernier Grand Prix de MotoGP ainsi que le GP Explorer, événement qui a fait beaucoup parler de lui au cours de ce week-end. Et dans une quatrième et dernière partie, on abordera également le traditionnel point de présentation du Grand Prix suivant, qui sera le Grand Prix des États-Unis sur le tracé d'Austin. On attaque sous les chapeaux de roue avec la première partie de l'émission sur le débrief du Grand Prix du Japon. Alors, comme je le disais pendant le sommaire, la tournée asiatique s'est achevée avec le Grand Prix du Japon. Il y avait deux Grands Prix au cours de cette tournée asiatique. Le premier à Singapour et celui-ci, donc du coup, au Japon, sur le circuit de Suzuka, le superbe circuit de Suzuka. Alors, on a eu un Grand Prix, on va dire, un petit peu bouleversé par des conditions climatiques assez difficiles, hein, puisqu'il a plu sur l'ensemble du week-end. La course a d'ailleurs été interrompue après 3 tours. Il y a eu plusieurs départs au cours de cette course. La course a été neutralisée puis interrompue au bout de 3 tours. On a pu ensuite refaire cette course, mais sous un format un peu plus particulier. Je crois que c'est 1 heure de course hein, qu'on a fait au total, 40 minutes. 40 minutes au total au cours de cette course. Et au final, c'est Max Verstappen qui s'impose et qui, par la même occasion, remporte donc le championnat du monde cette année, des pilotes en tout cas. Le pilote néerlandais qui s'impose devant son coéquipier, Sergio Pérez, et Charles Leclerc sur Ferrari qui complète le podium en occupant la troisième place. Qui nous amène donc, du coup à parler au premier point de ce débrief, hein, qui n'est autre que Max et Red Bull, qui sont tout simplement rois du monde, qui ont parfaitement exécuté leur plan au cours de ce week-end. Max donc est champion du monde pour la deuxième année consécutive,
après son titre acquis l'an dernier à Abu Dhabi. Si on regarde d'un point de vue général, la saison avait un petit peu mal commencé avec des problèmes de fiabilité sur la voiture qui lui avaient coûté de nombreux points et causé quelques abandons, notamment en Australie. Mais au final, l'écurie a su travailler et a permis donc à Max Verstappen d'obtenir une voiture pour tout simplement aller battre ses adversaires qui n'étaient autres que Ferrari cette année. Et donc, si on regarde dans la globalité, c'est une saison presque parfaite. Euh, je dis aussi Red Bull en force et roi du monde dans le sens où Pérez est de retour en forme après une période assez longue où le pilote mexicain n'arrivait pas forcément à exploiter les pleines capacités de la voiture. Il a rempli vraiment son job donc, au cours de cette tournée asiatique avec une victoire à Singapour et un podium à Suzuka avec une deuxième place. Donc au final, on a vraiment un combo parfait entre le pilote et sa machine, même si l'écurie Red Bull est inquiétée depuis quelque temps par une histoire de débordement de, concernant le budget de cap, l'écurie aurait peut-être dépensé un peu plus que ce qui était prévu. On parle d'environ 5 millions d'euros de plus que le budget qui avait été instauré par les instances. Pour le moment, on ne sait pas quelle va être la sanction, si ça sera qu'une sanction euh, pécuniaire ou une sanction sur le championnat du monde constructeur et pilote. Mais en tout cas, si on s'en tient au fait, l'écurie autrichienne a parfaitement maîtrisé sa saison, donc ce qui a permis à Max Verstappen de s'imposer et d'être titré. Je pense qu'on partage le même point de vue, messieurs. Enfin, je ne sais pas ce que vous pouvez rajouter sur cette saison réalisée par Red Bull et Max Verstappen. Si vous avez quelque chose à rajouter, bien sûr. Non, concrètement, c'est un peu la saison presque parfaite, hein, même s'il a été quand même aidé par son talent, aussi par le talent de conneries de Ferrari. Donc, mais après, il a maîtrisé sa saison du début à la fin, voilà, à part les deux, trois premiers Grands Prix avec les problèmes techniques, etc. J'ai l'impression que c'est un peu une saison à la Hamilton dans, je sais pas, 2017-2018 contre Ferrari. Peut-être même c'était encore plus simple pour Verstappen cette fois-ci. Donc c'est une année où on a vraiment vu la maturité de Verstappen par rapport aux années précédentes et par rapport à son duel l'année dernière face à Hamilton. Donc je pense qu'il a montré qu'il mérite d'être champion du monde, c'est sûr. Alors pour résumer, on pourrait dire que c'est la saison de la confirmation pour Max. C'est pas plus mal parce que comme on va dire le premier titre un petit peu litigieux, je pense qu'il n'y a pas de problème à dire ça. Voilà, il met tout le monde d'accord, il n'y a plus de doute, Max Verstappen est vraiment un champion du monde de Formule 1, donc ça, ce n'est plus à en douter. Concernant l'écurie, on peut vraiment dire que cette fois, donc elle va retrouver enfin le championnat constructeur du coup depuis 2013. Et on l'a enfin vu vraiment dominer, dans le sens où certes la saison dernière elle était présente, mais on voyait que voilà, ça dépendait des grands prix, mais des fois Mercedes était devant, etc. C'était relativement assez équilibré. Cette saison, Ferrari a pu jouer un petit peu, on va dire les favoris, puis le challenger en début de saison, mais après il y avait plus de doute, la Red Bull était dominante. Elle a bien réussi à passer cette transition justement avec cette nouvelle réglementation, les fonds plats, tout ça. C'est vraiment maîtrisé de la part des ingénieurs de chez Red Bull. Alors ensuite, Pérez, c'est sûr que ça va mieux. Et on peut dire également qu'on remarque qu'il a un talent né pour les circuits urbains. Il a gagné Monaco, Bakou et gagne Singapour. Il avait une petite passe de difficulté, comme l'a dit Thomas. Peut-être que l'écurie avait des doutes à le garder sur aussi longtemps qu'il l'avait signé. Je crois jusqu'en 2024, si je me trompe pas, c'est ça. Et au final, voilà, voilà, il fait taire, on va dire, les critiques et tout rentre dans l'ordre, donc c'est une bonne chose. Alors concernant le budget de cap, moi j'ai lu que ça serait une infraction mineure de l'ordre 1 à 2 millions et qu'a priori, dans ces pourcentages-là, il n'y aurait pas de pénalité. Bon, à voir ce qu'ils vont décider, peut-être symbolique, mais je pense que ça menacera en aucun cas le championnat. Et puis, ça serait dommage, pour rebondir à ce que tu dis, ça serait dommage que le championnat, ce retournement de situation se fasse par rapport à un problème budgétaire, on va dire une mésentente budgétaire, quand on voit vraiment que, bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que le pilote n'est pour rien
Ça serait dommage de retirer des points au championnat, qu'il soit constructeur ou pilote, à Max Verstappen. Quand on voit la saison qu'il a fait, une saison presque parfaite, il n'y a rien à dire. Voilà, ça serait un petit peu dommage. Mais bon, euh, et la réponse officielle concernant ce possible dépassement de budget cap n'a pas été encore donnée. Donc il faudra suivre dans les prochains jours ce qu'il en est. Ça va nous permettre de passer au second point de ce débrief, alors que d'autres écuries comme Red Bull caracolent en tête. Ben, ce n'est pas le cas de certaines écuries, et notamment le cas de Mercedes, qui a tendance à décevoir hein, au cours de cette deuxième partie de saison. On les attendait assez performants, notamment après la Belgique, où ben, on a par exemple Hamilton qui a fait podium en Belgique. On avait aussi les Mercedes qui étaient dans le coup aux Pays-Bas, donc on aurait pu attendre de l'écurie allemande un certain mieux et voire même les voir se battre pour la victoire lors de cette tournée asiatique. Au final, ben, pas du tout. Enfin, dans le sens où il y a peut-être eu un petit peu de malchance avec des conditions de course un petit peu aléatoires. Hein. On rappelle que ces deux courses dans cette tournée asiatique sont faites dans un contexte où il pleuvait. Donc du coup, les voitures ne pouvaient pas forcément se, pouvaient pas se dévoiler pardon, à leur niveau le plus voilà, à plein potentiel. Donc voilà, il y a ça, mais c'est vrai qu'on est assez déçu de la part de l'écurie allemande, hein, l'écurie donc George Russell et Lewis Hamilton, qui n'ont marqué que 16 points en tout. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour l'écurie Mercedes. Alors, messieurs, je vous demande là, après donc, le bilan de cette tournée à Singapour et au Japon, est-ce qu'un retour en force de Mercedes peut-il être envisageable? Et si oui, est-ce que ça peut être possible dès le Grand Prix des États-Unis? Bah, il me semble que j'ai pu lire par-ci par-là, c'est que, bon, pour donner des excuses à Mercedes, c'est que la pluie en voiture, ça n'aidait pas du tout. Donc ça peut expliquer les 12 points en deux courses. Alors, c'est sûr que 12 points en deux courses pour Mercedes, c'est pas très glorieux, c'est plutôt, plutôt digne d'une Aston Martin. Qui eux, on va venir, je sais plus tard, mais eux ont fait 20 points en deux courses. Donc ça, c'était quand même à noter. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison. La voiture n'est pas devenue mauvaise d'un coup, quoi que ce soit. Voilà, les conditions n'étaient pas bonnes, l'effet de course, etc., etc. Moi, je pense que dès les États-Unis, ça peut retenter de viser à la troisième place, etc., etc. Donc moi, je tire pas de soucis à se faire. Ça, ils vont continuer leur saison qui objectivement est bonne, mais pas assez bonne pour une Mercedes, c'est sûr. Mais voilà, pas non plus besoin de s'inquiéter et de mettre Toto Wolff sur le pilori. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Hugo. Bon, d'autant que voilà, c'est sûr que les pistes mouillées n'avantagent pas forcément les voitures. Et ensuite, je pense que Mercedes ont arrêté leur développement de la voiture cette année, il me semble, et que toutes les ressources sont consacrées pour la voiture l'année prochaine, ce qui est pas plus mal parce que elle est mal née, donc je pense qu'il y a pas mal de points à corriger. Ce qu'il faut noter aussi, c'est perte de points aussi parce que George Russell a été un petit peu le laboratoire de Mercedes, notamment à Singapour en particulier. Donc l'écurie a tenté des choses, ils ont eu raison parce qu'ils étaient absolument pas performants. Mais voilà, ça, il a été un peu désavantagé déjà comparé à Lewis, victime de malchance, qui n'a pas été le jeune Britannique. Et sinon, pareil, Lewis, on va dire un peu de malchance et tout, mais bon, la voiture était un peu nulle part, donc je pense que c'était un peu en vain. Et je pense que la fin de saison, on va les retrouver un petit peu plus haut. Je pense comme d'habitude, à jouer des podiums de temps en temps sur certains circuits, je... mais pas plus. C'est vrai que pour rebondir à ce que tu disais, George Russell a eu un peu de malchance et il a été confronté à des problèmes de frein, notamment lors des deux essais, des deux sessions d'essais libres et un petit peu aussi en qualification. Donc vraiment, il n'a vraiment pas eu de chance. La voiture ne freinait pas, tout simplement. Les freins n'étaient pas réglés correctement et donc il n'a pas pu faire de bonnes performances, en tout cas pour la manche à Singapour, mais il nous a offert à Suzuka quelques beaux dépassements, notamment à l'extérieur. Donc on va retirer le positif. Et puis Hamilton l'a bien précisé. 2023, c'est, on va dire, bâché, entre guillemets. Maintenant, l'écurie se projette pardon, dès 2024 afin de construire la meilleure voiture possible. Et quand on regarde le passé de l'écurie aux Flèches d'Argent,
on ne peut que souhaiter la réussite euh, pour les deux pilotes. Tu as un petit peu devancé ce qu'on allait dire hein, à ce moment-là, Hugo, puisqu'on va aussi parler d'Aston Martin qui a fait le plein de points hein, au cours de cette tournée asiatique, encore une fois, puisqu'elle quitte le fond du classement des écuries constructeurs. C'est une écurie qui a été au cours de quasiment presque toute la saison, qui a été en difficulté avec une voiture qui n'était pas bonne hein, sur la base, hein, et avec des pilotes qui, notamment Sébastien Vettel, qui faisait ce qu'il peut et qui sauvait un petit peu les meubles en marquant quelques points lors de quelques courses quand les conditions de course s'y prêtaient. Là, quand on regarde vraiment Singapour et le Japon, donc avec ces conditions de course aussi un petit peu particulières, ben, les deux pilotes rentrent dans les points et Vettel a fait vraiment une bonne, deux bonnes courses à Singapour et au Japon, notamment au Japon quand même, où il finit sixième, si je ne me trompe pas, sixième du Grand Prix du Japon, avec une avance de 0,011 millième sur Fernando Alonso, vraiment une arrivée au photo finish. Donc, ce qui permet également de lui redorer son blason, hein, et qui ça veut dire également qu'il ne va pas quitter le monde de la Formule 1 par la petite porte sans marquer de points. Il montre que malgré le fait qu'il s'en aille, il est toujours performant quand les conditions de course s'y prêtent, hein, je le rappelle. Et c'est aussi une écurie qui était également menacée par une sanction pardon, concernant le budget cap, mais mineure quand même par rapport à l'écurie Red Bull, parce que d'après ce qui est dit, hein, bien sûr, hein, il faudra confirmer, ça serait qu'une erreur administrative, entre guillemets, selon les dires de Lawrence Stroll. Donc, à voir également, c'est le même cas de Red Bull. Il faudra attendre la décision finale pour voir s'il y a une possible pénalité pécuniaire ou également euh, des pénalités de points concernant l'écurie et peut-être les pilotes. Dernier point de ce débrief du Japon, on va parler des Français avec une actualité assez riche, hein, puisque le Grand Prix du Japon a été l'occasion pour Alpine d'officialiser Pierre Gasly en tant que remplaçant de Fernando Alonso. Donc le pilote français sera aux côtés d'Esteban Ocon dès l'année prochaine. On rappelle très rapidement, hein, les transferts ont été beaucoup agités, notamment pendant la silly season, donc la période creuse pendant les vacances lors de cet été. On a eu beaucoup de noms qui ont circulé. Fernando Alonso qui part chez Aston Martin, Oscar Piastri qui était pressenti chez Alpine, mais qui finalement va prendre la place de Daniel Ricciardo chez McLaren. On a également le nom de Nick De Vries qui est apparu après sa folle performance, sa belle performance à Monza. Et donc au final, on se retrouve avec Pierre Gasly donc, qui va rouler dans l'écurie française, ce qui est d'ailleurs aussi un petit peu historique, hein, puisque on aura pour la première fois depuis 1982 un line-up 100% français. La dernière fois qu'on a eu ça, donc c'était lors de cette fameuse année 1982 avec Alain Prost et René Arnoux. Et donc, par la même occasion, Gasly laisse la place à Nick De Vries. Et donc, Nick De Vries sera dans le baquet de Gasly l'année prochaine, aux côtés du pilote japonais Yuki Tsunoda. Si on s'intéresse un peu plus sur les performances au cours de ces deux Grands Prix à Singapour et à Suzuka. Bon, c'est un petit peu contrasté, hein. Pierre Gasly à Singapour est rentré dans les points, mais il y a eu une sorte un petit peu de colère, si je puis dire, par rapport à l'équipe hein, qui a adopté une mauvaise stratégie et donc qui a un petit peu amputé les espoirs de Pierre Gasly de marquer un peu plus de points. Et puis bon, à Suzuka, c'est pas bon, hein. Pierre Gasly a fini 17e, pas dans les points. Il a été pris dans l'accrochage au début du Grand Prix, hein, en percutant un panneau publicitaire, ce qui lui a obligé de rentrer au stand pour changer d'aileron. Et à ce moment-là, il s'est fait une petite frayeur avec un camion qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, ce qui nous rappelle des souvenirs assez tragiques. Et pour Esteban Ocon, c'est un petit peu la même chose, un Grand Prix de Singapour compliqué, hein, avec un abandon sur casse mécanique. Par contre, une très belle performance au Japon avec une 4e place hautement méritée pour le pilote normand qui a bataillé toute la course et qui a tenu Lewis Hamilton pendant une bonne dizaine de tours sans pour autant se dégonfler. Donc voilà, de belles performances quand même côté français. Et donc ces deux pilotes-là se retrouveront ensemble ces deux pilotes-là qui couraient ensemble en karting se retrouveront du coup dans la même écurie l'an prochain. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre déjà, quel est votre ressenti hein, sur l'arrivée
de Pierre Gasly chez Alpine dès l'an prochain. Et qu'est-ce qu'on peut du coup avancer, espérer pour nos tricolores lors de cette tournée américaine? Personnellement, on en avait parlé dans l'épisode qui ne sortira malheureusement jamais, mais c'était que voilà, moi j'étais très heureux de voir Gasly pouvoir remonter dans une écurie qui peut jouer le milieu haut du tableau, voire par miracle peut-être le haut du tableau. Voilà, moi je suis très content, je pense qu'il le mérite. Après voilà, il y avait les fameuses relations pas très bonnes entre Ocon et Gasly, mais moi personnellement je suis totalement optimiste sur le fait qu'ils peuvent bosser professionnellement. Maintenant ils ont l'expérience, la maturité, et ils n'ont pas le caractère d'Alonso ou de personnes du genre. Donc pour moi, il y a des grandes chances que ça marche. Mais si voilà, ils ont moins d'expérience, donc vraiment pour développer la voiture, ils auront moins d'apports qu'ils pourront donner à l'écurie. Et je pense quand même que c'était la meilleure solution par rapport à faire revenir un Ricciardo ou faire venir un jeune parce qu'il n'y en a pas beaucoup de prêts. Donc voilà, je pense que c'était la meilleure solution. Quand on voit que As, pour remplacer Mick Schumacher, actuellement, je crois qu'on parle beaucoup de prendre un Hülkenberg. Pour Alpine, c'était pas du tout une solution de prendre soit Hülkenberg pardon, ou Schumacher. Et Williams, eux, ils en sont presque, bon, ça va être un peu péjoratif, mais presque réduits. Devoir prendre un Logan Sargent, l'américain, F2, s'il arrive à finir cinquième. Donc c'est même pas sûr. C'est pour dire la galère pour eux. Voilà, je pense que pour Alpine, c'était le meilleur choix possible. Et je souhaite que ça marche. Alors pour As, il y a toujours un jeune pilote de 51 ans disponible tout de suite, plus rapide que Latifi, voilà. Et appelez-le, il est disponible. Voilà, très bien. Jacques Alors Villeneuve? plus sérieusement, moi je suis d'accord avec toi Hugo. Je pense que Gasly Ocon, ils ont plus 12 ans, ça peut fonctionner clairement. Euh, Moi j'en suis très content parce que voilà, on est français donc on va pas cracher dans la soupe hein, si je peux me permettre. Ensuite, que dire? Je pense que pour Alpine, donc là je parle de l'écurie, ils sont toujours capables du pire comme le meilleur. On l'a dit tout le long de cette saison. Donc ils nous font un Grand Prix de Singapour double DNF, c'est ça? Il est honteux. Mais par contre, voilà, bon, ça se rattrape le week-end suivant. Ça met les deux voitures dans les points. Ça se bataille avec Mercedes. C'est très correct. Voilà, c'est Alpine, quoi. Un coup ils sont présents, un coup ils sont nulle part, mais voilà. Et ce qui est bien pour Gasly, c'est qu'il va enfin pouvoir être dans une écurie qui a de l'ambition. Ce n'est pas comme AlphaTauri qui est juste en fait une écurie bis pour les jeux, pour développer la filière Red Bull. Là, vraiment, Alpine, euh, ils veulent jouer la gagne dans les 50. Donc c'est une bonne chose pour lui parce que lui veut être champion du monde, enfin comme tous, j'ai envie de dire. Mais voilà, il fallait se mettre dans une écurie qui a un peu le même esprit que ce qu'on cherche. Voilà, quoi de plus à dire? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Et puis surtout que quand on leur a posé la question concernant ce passif, hein, ces petites tensions qu'il y avait entre les deux, ils ont dit que voilà, comme l'a dit Louis, hein, ils n'ont plus 12 ans et que si c'était donc pour l'intérêt de l'équipe, ils pourraient travailler conjointement. Donc voilà, un line-up 100% français, à voir ce que les deux Français feront dès l'année prochaine pour hisser l'écurie alpine au plus haut du classement et pourquoi pas titiller le championnat du monde, gagner des victoires, faire des podiums. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Première partie terminée de cette émission. Nous allons passer directement à la deuxième partie sur le point de débat et sur le cas Daniel Ricciardo. Je pense que la réalité désormais, c'est que je ne serai plus sur la grille en 2023. Ce sont les déclarations qu'ont fait, c'est la déclaration, pardon, qu'a fait Daniel Ricciardo au cours d'une conférence de presse à Suzuka jeudi dernier. Donc ça officialise entre guillemets ce que certaines personnes craignaient ou se demandaient quand est-ce que ça allait être officialisé. Daniel Ricciardo donc ne sera pas pilote, ne sera pas sur la grille de départ en Formule 1 en 2023, même si son nom avait été quand même évoqué dans plusieurs écuries avec des vacants. On l'avait énoncé chez Alpine
Mais bon, quand il a dit lui-même, quand il a vu que les pourparlers avec Gasly avaient été entrepris, il savait d'ores et déjà que il n'aurait pas sa place dans l'écurie française, malgré son passage entre 2019 et 2020. Et il a été aussi également annoncé chez Haas, puisque Mick Schumacher est un petit peu en sursis, et chez Williams à certaines occasions, mais il a bien officialisé qu'il ne serait pas du coup pilote en 2023. Si on regarde un petit peu le passif de Daniel Ricciardo, donc il arrive en Formule 1 à partir de 2011 chez ACRT, et puis il commence à temps plein sa carrière de pilote de Formule 1 en 2012 sous le giron de Toro Rosso. Et à partir de 2014, du coup, après 2 années chez l'écurie petite sœur de Red Bull, il rentre dans la cour des grands en devenant coéquipier de Sébastien Vettel. Et c'est au cours de cette saison qu'il va se révéler avec 3 victoires lors des Grands Prix du Canada, d'Hongrie et de Belgique. Et ce qui en a fait, selon les observateurs, un potentiel champion du monde après cette année-là, puisqu'on voyait vraiment qu'il prenait le dessus sur son coéquipier, et pas des moindres, le quadruple champion du monde, Sébastien Vettel. Malgré ça, il n'a pas pu concrétiser cette opportunité pour diverses raisons, notamment des raisons mécaniques. Le passage de l'ère thermique à hybride n'a pas forcément été bien entrepris par Renault, et donc du coup il y a eu beaucoup de casse moteurs. Il y a eu d'autres événements comme l'arrivée de Max Verstappen qui l'ont malheureusement relégué au poste de pilote numéro 2. Et donc en 2018, malgré encore des victoires, Daniel Ricciardo a quitté Red Bull pour aller chez Renault, donc dans une écurie vraiment où il aurait la place de numéro 1. Ça n'a pas forcément marché la première année. La deuxième année en 2020 était un peu meilleure avec 2 podiums sur le circuit du Nürburgring et Imola, dans cette saison un petit peu particulière frappée par le Covid. Et en 2020, on annonce Daniel Ricciardo chez McLaren. Donc après 2 ans dans l'écurie française, Daniel Ricciardo est parti rejoindre Lando Norris chez l'écurie McLaren avec, bon, si on regarde vraiment, 2 saisons compliquées. On va dire une saison 2021 un peu mieux que cette année, dans le sens où il marquait quand même des points, et une saison, pardon, auréolée d'une victoire et d'un doublé pour l'écurie britannique sur le circuit de Monza. Mais c'est vrai que quand on regarde cette année, Daniel Ricciardo n'est pas dans le coup. Euh, Beaucoup de courses hors des points. Il marque des points là aussi, comme on en parlait avec Aston Martin, au cours de circonstances de course un petit peu folles, hein, où il se passe beaucoup d'abandon, et donc du coup ça lui permet de grappiller des points, notamment à Singapour où il finit 5e. Mais c'est vrai que si on regarde l'ensemble de la saison, eh bien, Daniel Ricciardo n'est pas dans le coup. Il est outrepassé par son coéquipier Lando Norris, qui est par ailleurs le seul de l'écurie à avoir marqué un podium. C'était à Imola en début de saison. Quand on lui pose la question concernant son avenir, hein, qu'est-ce qu'il va devenir, Daniel Ricciardo a laissé entendre qu'il pourrait rejoindre l'écurie Mercedes, mais en tant que troisième pilote, afin de préparer un retour en Formule 1, donc en tant que pilote à temps plein, possiblement à partir de 2024. Voilà, c'est la principale euh, piste de sortie, entre guillemets, qu'envisage le pilote australien. Et on n'en a pas plus d'informations pour le moment. Euh, le pilote reste assez évasif pour le moment concernant son futur. Donc j'en viens à la question du débat que l'on va faire maintenant. Si vous regardez l'ensemble de la carrière de Daniel Ricciardo, donc on va dire, allez, 2011, 2012, 2013, c'est un peu le début, donc je ne sais pas si vous allez forcément avoir un avis dessus, mais à partir vraiment de 2014, où il rentre chez Red Bull, jusqu'à maintenant, avec cette période assez délicate au sein de l'écurie McLaren, pardon, quel bilan vous dressez du pilote australien qui compte actuellement 8 victoires en Formule 1? Ben, si on devait faire un bilan, bon, c'est quand même pas le truc le plus simple parce qu'il a quand même une grande carrière, hein, 2011, comment tu dis, 2011, 2022. Peut-être que voilà, 2023 il courra pas, mais il reviendra pour 2024, on sait jamais. On pourrait penser à des pilotes qui sont revenus plusieurs fois, hein, Magnussen, ou plutôt peut-être Hülkenberg. Mais si on devait faire un bilan de sa carrière, c'est quand même le pilote qui, quand il est arrivé, je pense beaucoup à 2014, c'est lui qui a envoyé Vettel, euh, qui a envoyé Vettel partir. Bon, chez Ferrari, d'accord, c'était pas le pire, mais il a quand même réussi à battre Vettel en arrivant
en 2014 chez Red Bull, et ça, c'était pas une mince affaire en 2014. Et il a réussi à donner un espoir à toute l'Australie, qui est un Weber, le remplacement de Weber, qui est un Australien peut-être allait gagner enfin un championnat du monde, mais bon, il a pas eu la voiture, hein, c'est sûr, pendant tout son passage chez Red Bull, mais il a quand même fait plusieurs troisième places. Il a eu des victoires à plusieurs moments différents, des belles victoires surtout, avant de lui-même, après avoir remplacé un vieux pilote, se faire remplacer de sa part par un autre jeune pilote, Max Verstappen, donc de décider de partir chez, chez Renault. Et voilà, là, est-ce que c'est là où il y a tout le débat sur sa carrière? Est-ce que c'était le mauvais choix, le bon choix? Parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent que c'était le mauvais choix de partir de Red Bull, parce que c'était quand même en partie la décision, même en grande partie. On n'a pas retenu, bien sûr, hein, mais il a pu rester quelques saisons de plus, sûrement. Et après, il est parti chez Renault. La première saison, ça a été très difficile, la voiture n'était pas ouf. Mais à partir de la deuxième, il a quand même, en 2020, il tape quand même deux podiums, la voiture ça commence à s'améliorer, le projet, etc., etc. Et là, à nouveau, voilà, il décide de changer à nouveau de train et de partir chez McLaren. Et comme j'ai presque envie de penser à la phrase de Cyril Abiteboul, qui était le team principal de Renault à l'époque, qui disait j'ai complètement confiance que Ricciardo regrettera sa décision. Donc c'était pas les meilleurs mots, la meilleure rupture, hein, entre un pilote et son équipe. Et chez McLaren, ben voilà, il a une concurrence très rude de la part de Lando Norris. Mis à part sa victoire un peu inespérée à Monza, très beau Grand Prix, il a été quand même très inconsistant. Et cette saison est plus qu'inconsistant, il a même été, on peut le dire parfois, mauvais, surtout comparé à Lando Norris. Et on peut dire que si McLaren cette saison ils finissent cinquième au lieu de quatrième, ça sera quand même en bonne partie de la faute de Ricciardo. Donc c'est une saison, on va dire, non, c'est un bilan pour une carrière, si je puis dire. On a l'impression que le potentiel de Ricciardo n'a pas pu être exploité jusqu'au bout. S'il avait eu vers 2016, etc., quand il avait les bonnes années chez Red Bull, s'il avait eu peut-être une voiture à ce moment-là qui permettrait de se battre, pas pour des victoires de temps en temps, mais pour un titre, peut-être que là, Ricciardo, on aurait un Ricciardo champion du monde et une vision totalement différente de sa carrière. Mais les choses ont fait que finalement, voilà, ça laisse un goût un peu amer. Surtout que tout le monde aime Ricciardo, genre les gens qui n'aiment pas Ricciardo, c'est je sais pas comment c'est possible, c'est juste des blasés, où ils veulent se donner un genre, mais c'est le genre de personnes qu'on a tous envie d'avoir comme amis. Et c'était surtout un pilote avec beaucoup de talent, beaucoup de rage. Il disait lui-même, hein, dès qu'il se faisait doubler, c'était une rage sous le casque instantanée. Et dès qu'il doublait quelqu'un, c'était voilà, la joie, mais pas de la même, au même niveau. Donc c'était quelqu'un qui vit pour le sport auto, qui va continuer à vivre, je pense, pour le sport auto. Il ne va pas s'arrêter là, peut-être de l'IndyCar ou d'autres choses, et pourquoi pas essayer de revenir pour une autre année, comme j'ai dit précédemment. Donc voilà, comme bilan, c'est bien, mais c'est décevant de ne pas avoir pu, selon moi, montrer tout son potentiel. C'est vrai, comme tu le soulignes, Hugo, c'est un personnage emblématique, très sympathique des paddocks qui s'apprête à quitter donc du coup ses, ses amis, enfin ses collègues pour la prochaine saison. Louis, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que ça te fait quelque chose quand même de ne pas voir Daniel Ricciardo l'an prochain sur la grille? Ben moi, je suis surtout déçu par la carrière de Daniel Ricciardo, parce que bien sûr, je m'attendais à tous, comme tous, à mieux, c'est sûr. Moi, je pense que le choix de McLaren est un mauvais choix et je l'assume, dans le sens où, pour moi, il n'a pas laissé sa chance à l'écurie française en sachant qu'il avait une place privilégiée de leader. Il a pris le risque d'aller chez McLaren en sachant qu'il y avait Lando Norris qui était le prodige de l'écurie. Donc pour moi, c'est clairement un mauvais choix.
Je pense que c'est ce qui a achevé sa carrière parce que avant, même quand il était chez Renault, il était capable de, on va dire, de briller. Je pense à fin 2020, c'est une très bonne fin de saison, c'est très correct. On avait retrouvé le dernier Ricardo avec du punch, avec la grinta, quoi, tout simplement, comme il a. Et là, voilà, je suis déçu. Donc je lui en voulais. Mais voilà, comme Thomas me demande, ben oui, c'est avec un peu de tristesse que j'apprends que Daniel Ricciardo achève sa carrière. Euh, voilà, il n'est pas vieux, il n'a pas eu le temps encore il n'a pas eu le temps, on va dire, de tout démontrer, toutes ses capacités. Donc on va dire, c'est un gâchis. On va dire le mot, je pense, c'est un gâchis, c'est une carrière gâchée. Et moi, personnellement, je pense pas qu'il sera là en 2024 parce que je ne vois pas qu'une écurie pour aller chercher avec un Daniel Ricciardo dont l'image a été amoindrie, entachée, j'ai envie de dire, et, euh, et tout simplement avec, voilà, il va arriver à un âge où maintenant on le voit, on va chercher des pilotes de plus en plus jeunes, et je pense que ça ne va pas aider Daniel Ricciardo pour un retour en F1. Et je pense par contre qu'il a sa chance dans beaucoup d'autres championnats, et je pense qu'il pourra briller parce qu'il en a le talent, et ça c'est indiscutable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donc oui, si on regarde vraiment si je compare vos avis, hein, c'est quand même le sentiment de déception, hein, euh, qui ressort. Alors, on n'est pas là en train de faire le procès, on ne tire pas sur Daniel Ricciardo, mais c'est vrai que oui, sentiment de déception, on aurait pu attendre un peu mieux de la part du pilote australien, euh, avec un pilote qui avait de grandes capacités et qui au final n'a pas su peut-être les exploiter euh, au bon moment. Louis avançait l'idée que Daniel Ricciardo pourrait être performant dans d'autres catégories. On a vu que beaucoup de pilotes de Formule 1, après leur passage dans la catégorie Rennes, partaient faire de la monoplace aux États-Unis. On pense notamment à Romain Grosjean, à Marcus Ericsson, qui est donc le récent vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. On voit aussi qu'il y a d'autres pilotes qui partent, eux, qui font le choix de l'endurance, avec donc le championnat du monde d'endurance. Dans quelle catégorie vous le verrez, vous, un peu mieux, Daniel Ricciardo? Si, dans la mesure où il ne reviendrait pas euh, en 2024 au sein du plateau de la catégorie Rennes. Bah, voilà, l'IndyCar, de l'endurance, ce serait quand même un peu triste d'avoir simplement Ricciardo juste en endurance, ce serait triste. Mais après, il peut tenter plusieurs catégories en même temps, faire des programmes partiels, etc., etc. Ce que je le vois bien faire, tenter par-ci par-là. Bon, l'IndyCar, ça paraît comme ça, sortant de nulle part, ça paraît quand même le plus logique par rapport à sa carrière. Oui, clairement, l'IndyCar, ça me semble tout indiqué pour lui, en sachant qu'il a, on va dire, un peu la culture à l'américaine, un peu le show, tout ça. Donc, je pense que ça serait pas mal. Mais pourquoi pas le NASCAR, parce que c'est un grand passionné de NASCAR, il me semble. Et je pense que ça pourrait le tenter. On va dire que c'est plus le pilote qui compte en NASCAR. Et donc, je pense qu'il aurait toute l'occasion de s'exprimer et tout ça. En plus, voilà, il a un peu la mentalité à l'américaine. Faut faire le show, tout ça. Faut faire l'ambiance, tout ça. Donc, je pense que ça peut être bien pour lui. Moi, je pense que je le verrais bien aussi en IndyCar, dans le sens où euh, ce championnat américain est aussi reconnu pour son côté un petit peu moins posé, basé sur toute la pression médiatique, hein, qu'on peut retrouver en Formule 1 notamment, où ben, vraiment les pilotes ont un peu plus d'importance et avec des voitures homogènes, donc les voitures qui sont sur la même base. Donc je pense que ça pourrait être intéressant pour Daniel Ricciardo. Et à ce moment-là, il pourrait vraiment montrer tout son talent et son potentiel. Après, comme Louis l'a souligné, on pourrait aussi le voir dans une autre catégorie, comme la NASCAR, hein. On sait qu'il y a plusieurs pilotes qui ont fait une pige, plusieurs ex, même pilotes de Formule 1 qui ont fait une pige, notamment à Watkins Glen il n'y a pas si longtemps. On a eu Kimi Raikkonen et Daniel Kvyat qui ont participé ensemble à une course donc dans le championnat NASCAR. Moi, je le verrais bien aussi revenir dans son pays natal, en Australie, avec quand même un championnat qui est relevé, qui n'est autre que le V8 Supercars, où vraiment on a vraiment un championnat, donc comme je le dis, relevé avec beaucoup de compétitivité entre les différents pilotes, avec des championnats qui sont dans la globalité assez serrés.
Donc c'est vrai que pourquoi pas revenir directement chez lui, faire du V8 Supercars et tout simplement kiffer, hein. On sait que Daniel Ricciardo est un bon vivant, donc ça pourrait être aussi une autre solution si les portes de la F1 se fermaient définitivement pour lui. Donc voilà, c'est un petit peu, je pense, ce qu'on avait à dire concernant donc le cas Daniel Ricciardo. C'est vrai que voilà, on le rajoute, on le redit encore une fois, c'est un personnage emblématique hein, du paddock qui va donc partir pour l'année prochaine. Mais c'est pas impossible qu'on puisse le revoir dans ce même paddock en 2024, même si c'est vrai que ça s'annonce très compliqué. On va donc passer sans transition à la troisième partie de cette émission avec l'actualité rapide des différentes catégories qui composent le sport mécanique. On commence ce petit tour d'actualité avec le championnat du monde des rallyes, plus communément appelé le WRC. La semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, se tenait le rallye de Nouvelle-Zélande, donc un rallye pardon, qui est plus symbolisé par des parcours en terre. Donc c'est vrai que là, vraiment, les talents du pilote sont vraiment importants du coup pour gagner ce rallye, hein. C'est un rallye assez difficile et il faut vraiment avoir donc le talent, mais aussi la chance pour réussir à le gagner. Et c'est ce qu'a parfaitement fait Kalle Rovanperä. Donc, on a déjà parlé dans les différentes émissions, hein, ce jeune pilote finlandais, ce jeune Finlandais volant qui a lui aussi survolé ce championnat avec de nombreuses victoires au cours de cette saison et qui a gagné ce rallye de Nouvelle-Zélande et acté son titre de champion du monde des rallyes. Il devient par ailleurs le plus jeune pilote à être couronné champion du monde dans l'histoire du WRC. Et il devient par ailleurs aussi champion du monde à 2 rallyes de la fin. Donc voilà, plus jeune champion du monde de l'histoire, hein. Quand on voit des vidéos d'archives sur YouTube où à 8 ans, il pilotait déjà des voitures de rallye, on ne pouvait imaginer que ce jeune Finlandais volant allait rejoindre ses ancêtres avec Marcus Grenoble, pour ne citer que lui, Kankkunen, Salonen, Vatanen, des grands noms finlandais qui ont aussi bien performés, qui sont pour certains devenus champions du monde des rallyes. Ça, c'était plutôt dans les années 2090 et les années 1980. Mais bon, voilà. Rovanperä qui rajoute son nom au palmarès du championnat du monde des rallyes. Il a gagné ce rallye, si je ne me trompe pas, devant Sébastien Ogier, donc son coéquipier qui faisait une nouvelle pige dans ce championnat du monde, hein, qui ne faisait pas le championnat en entier, et devant Ott Tanak. Donc voilà, un beau podium et puis surtout, simplement une belle performance pour Toyota qui, avec ses 2 pilotes de première place, renforce son avantage pour elle aussi devenir champion du monde, mais sur cet aspect constructeur. Le prochain rendez-vous, ça sera donc un rallye sur asphalte et on retourne en Europe pour ce dernier avec le rallye de Catalogne qui se déroulera donc du coup le week-end du 20 octobre avant de repartir une nouvelle fois du coup pour le dernier rallye de la saison qui se tiendra au Japon sur les terres de Toyota, qui est une aubaine hein, pour l'écurie, pour l'équipe japonaise qui pourrait acter pour la dernière manche du championnat du monde le titre constructeur. Donc voilà, un peu ce qu'on a retrouvé avec Red Bull et Honda sur le circuit de Suzuka avec le titre de Max Verstappen. Ça, c'est pour la partie un petit peu 4 roues. On va de suite passer, enfin, je puis dire, Hugo va nous parler de l'actualité 2 roues avec la MotoGP et les derniers Grands Prix. Donc, on va savoir si, tout simplement, Fabio Quartararo a pu maintenir l'avance qu'il avait sur Francesco Bagnaia, qui revient de manière assez galopante. Je te laisse évoquer, du coup, les derniers Grands Prix de moto. Je vais reprendre depuis le Grand Prix d'Aragon qui avait lieu mi-septembre. Voilà, donc tu en parlais déjà un petit peu. Bagnaia, il a fini de rigoler. C'est ça, la victoire, le podium ou l'abandon avec lui. C'est fini maintenant, la période de test, début de saison où on n'arrivait pas trop à manier la Ducati, etc., etc. Ça fonce tout droit, c'est domination des Ducati sur la plupart des circuits, il n'y a plus de questions. Voilà, le circuit en lui-même, est-ce qu'il va avantager qui ou quoi? Ça, non, non, la Ducati, devant, toujours à faire des triplés en essai libre, en quoi. En qualif, c'est toujours violent. Et ça montre encore plus les problèmes de la Yamaha. Dans ces 3 derniers Grands Prix, donc le Grand Prix d'Aragon, le Grand Prix du Japon et le Grand Prix de Thaïlande, qui ont été quand même plutôt difficiles. Quartaro, qui a vu son écart fondre, était à plus de 50 points
quelques Grands Prix de ça, qui est maintenant à seulement 2 points aujourd'hui. 219 pour lui contre 217 pour Bagnaia. Après l'abandon en Aragon suite à une chute causée par Marquez, qui lui rentre dedans dès le départ, qui jouait des bons points. Deuxième place de Bagnaia qui en profite. Il revient 18 points, à 10 points. Grand Prix du Japon qui, pour le coup, surprenamment, avantage Quartararo avec une 8e place. Bagnaia qui chute au dernier tour de course en voulant doubler Quartararo. On voit que toujours Bagnaia, il y a toujours encore ces moments comme l'année dernière. Le stress l'emporte et il chute. Mais seulement c'était une 8e place pour Quartararo qui rame avec sa moto toujours encore. Passant cette avance de 10 points à 18 points, mais là, le Grand Prix de Thaïlande, ça a été galère pour notre Français chéri, si on peut dire. Parce que voilà, il finit pour une 17e place. Heureusement, Bagnaia finit, presque envie de dire que 3e, parce qu'une 2e place ou une première place pour ce Grand Prix gagné par Oliveira, Thaïlande, il aurait pu passer devant Taro. Je ne pense pas qu'il l'aurait revu d'aussitôt parce qu'il ne reste 3 Grands Prix. Mais il n'y a plus que 2 points d'écart et cette avance, vu le rythme constant de chute de l'écart, ça va, pour moi, ça s'annonce maintenant plus compliqué pour Quartaro qui était pendant, on va dire, jusqu'à la mi-saison, et même un peu plus loin, le grand favori. Là, on peut dire que ça a changé. Bagnaia qui est même qui a une grande confiance, soit dans son niveau, mais aussi dans sa moto. C'est lui qui devient le favori. Et même si, voilà, je le dis encore, je le répète, la Ducati est bien meilleure que la Yamaha. Il a pas du tout démérité. C'est pas fini. Ça peut encore se retourner, des chutes, la moto GP, ça peut, en claquement de doigts, ça peut vite se retourner, une chute ou quoi que ce soit. Mais voilà, si je devais mettre ma pièce, malheureusement, je la mettrais sur Bagnaia. Courage pour Quartararo, c'est pas encore fini. Oui, comme tu le dis, ça va être un peu compliqué pour Fabio Quartararo, même si c'est pas impossible hein, pour le pilote français de rester devant malgré sa maigre avance au championnat du monde, comme tu l'as rappelé, 2 points d'avance sur son, son adversaire italien. Prochain Grand Prix d'ailleurs, c'est ce week-end sur le circuit de Phillip Island en Australie, donc on verra si Fabio Quartararo sauve les meubles. euh, euh, comment dire? Sauve les meubles, pardon, avant la fin du championnat qui se tiendra traditionnellement comme chaque année à Valence. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il reste 2 Grands Prix, donc du coup on verra si voilà, ouais, 3 Grands Prix. Donc on verra si Fabio Quartararo arrive tant bien que mal à maintenir donc la Ducati de Francesco Bagnaia qui depuis, comme tu l'as dit, depuis la deuxième partie de la saison ne fait que caracoler et rafler victoire sur victoire. On va passer à la dernière sous-partie donc de cette partie actualité qui est un petit peu à part puisqu'on ne va pas parler de discipline à proprement parler, mais on va parler d'un événement qui a eu ce week-end et qui plus est un événement français puisque ce week-end, si vous l'avez peut-être vu, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Grand Prix Explorer. Donc, on pouvait peut-être imaginer il y a quelque temps que faire une course avec 20 Formule 4 pilotées par des amateurs, ben, ça serait tout simplement impossible, pas faisable, pas réalisable. Et ben, détrompez-vous parce que c'est ce qui s'est passé ce week-end donc, sur le circuit Bugatti du Mans avec ce Grand Prix Explorer justement. Ce Grand Prix Explorer où il y avait 20 pilotes, 20 youtubeurs, je dirais, youtubeurs, influenceurs, très faible marge, mais dans la majorité des youtubeurs, des streamers qui, par le biais de Squeezie, qui est donc l'organisateur de cet événement, se sont lancés ce défi de faire une course entre eux sur le circuit du Mans. Donc c'était composé sur une seule journée avec une séance d'essai, des séances d'essai, pardon, une séance de qualification, une course. Et ben, cet événement a totalement affolé les compteurs. Si on parle en termes de chiffres très rapidement, 40 000 personnes présentes sur le circuit du Bugatti, plus d'1 million de vues
sur Twitch au moment de la rediffusion, de la diffusion pardon, donc de cette course, et plus de 500 000 subs à la chaîne donc, de Squeezie. Donc vraiment carton plein pour cet événement qui a vu la victoire de Sylvain, donc qui fait partie de la chaîne YouTube Villebrequin, pour ceux qui suivent, devant Despiello, qui fait lui des vidéos un peu plus consacrées à la Formule 1 sur YouTube, et puis Étienne Moustache, que vous devez connaître évidemment. Donc vraiment carton plein, ça a vraiment très bien marché au cours de ce week-end. Et il est dit que cet événement pourrait se reproduire. En tout cas, Squeezie n'est pas contre cette idée de refaire ce Grand Prix Explorer dès l'année prochaine. C'est aussi bien, je trouve, d'avoir fait ce Grand Prix Explorer, dans le sens où, enfin, même si on a vu beaucoup de youtubeurs, tout ça et tout, ça ouvre aussi une voie pour des personnes qui ne suivent pas forcément les sports mécaniques de s'y intéresser. Donc c'est vrai que voilà, des personnes qui sont allées au Bugatti et qui ont vu pour la première fois des voitures de course sur un circuit, ben, ça a pu les intéresser par le biais donc, de cet événement. Et donc ça peut créer de nouvelles passions pour des nouvelles personnes pardon, et donc faire perdurer euh, la tradition des sports mécaniques et donc du coup avoir de nouveaux fans. Donc voilà, c'est vrai que au travers de cet événement, on pouvait voir cette idée de faire de la pub, entre guillemets, pour les sports mécaniques, un sport qui est en général vu comme fermé, assez réservé, et pas du tout l'ambition de ce Grand Prix Explorer, pour moi, était vraiment de l'ouvrir au grand public. Et donc, mission réussie pour Squeezie et l'ensemble des participants de ce Grand Prix Explorer. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire qu'on voulait faire concernant le Grand Prix Explorer. Et on va passer à la dernière partie du coup de cette émission avec la présentation du prochain Grand Prix aux États-Unis sur le tracé d'Austin. La F1 débarque aux États-Unis pour donc le début de cette tournée américaine avec respectivement les Grands Prix des États-Unis, du Mexique et du Brésil avant de repartir en fin de saison pour le Grand Prix d'Abu Dhabi pardon, qui clôturera donc cette saison de Formule 1 en 2022. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, ça se déroulera sur le circuit d'Austin, un circuit qui va par ailleurs fêter son 10e anniversaire lors de cette édition en 2022 puisque la première apparition de ce Grand Prix des États-Unis, nouvelle formule, c'était faite en 2012, donc sur ce circuit pour le retour des États-Unis après quelques années d'absence. Donc je l'ai dit, circuit qui va fêter son 10e anniversaire. D'un côté un peu technique, si on se penche sur le circuit et ses caractéristiques, on est en présence d'un circuit qui compte 20 virages et qui fait au total 5 km et 513 mètres. Un circuit qui s'est un petit peu inspiré de circuits européens, dans le sens où certaines parties de ce circuit ressemblent donc à ces circuits, notamment le premier secteur qui ressemble, on va dire, étrangement à l'enchaînement de virages que l'on peut retrouver à Silverstone avec Beckett, Chapel, le dernier virage, je ne m'en souviens plus, mais bon, ce n'est pas très important. Donc voilà, c'est un enchaînement de courbes rapides, de lignes droites et de secteurs assez sinueux. Donc pour s'imposer et faire la pole position, faire la pole position pardon, et s'imposer, si on le prend dans l'ordre, il faudra une voiture bien équilibrée et une voiture qui est bonne partout, pas seulement en vitesse de pointe, mais avec un bon équilibre, comme je vous l'ai dit. Si on regarde du côté des palmarès, c'est Max Verstappen qui est le dernier vainqueur de ce Grand Prix des États-Unis, donc l'an dernier. Donc voilà, Max Verstappen qui avait gagné donc devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, si je ne me trompe pas. Et si on regarde d'un peu plus près les statistiques sur les faits marquants de ce Grand Prix, ben c'est un circuit, on disait peut-être qui pourrait symboliser le retour de Mercedes, puisque c'est un circuit pardon, qui a vraiment réussi à cette écurie, à l'écurie allemande, puisque si on regarde les 9 éditions précédentes, ben Mercedes il les a gagnées 5 fois. Donc voilà, on peut dire que c'est de bon augure pour l'écurie Mercedes, et donc ça pourrait permettre à George Russell ou Lewis Hamilton, ou les deux, de faire de très bonnes performances lors de cette manche américaine. Concernant les horaires, il va falloir être patient puisque les séances se feront tard la nuit, avec la première séance d'essai le vendredi à partir de 21h et les autres séances auront lieu à minuit et au petit matin. La séance de qualification aura lieu le samedi à partir de minuit et la course aura lieu
ce qui est un petit peu pas commun quand on regarde la majeure partie de l'ensemble de la saison. Mais pour la tournée américaine, on s'adapte. La course aura lieu le dimanche 23 octobre à partir de 21h, toujours sur les antennes de Canal+ et la F1 TV. Donc voilà, le Grand Prix des États-Unis qui n'a pas trop comment dire, d'intérêt d'un point de vue championnat du monde des pilotes, puisqu'on sait que Max Verstappen est champion du monde. Donc voilà, cette bataille est terminée. Mais on a toujours cette bataille constructeur qui oppose Ferrari et Red Bull, qui peut se jouer du coup à partir de ce Grand Prix. Ça peut être aussi par ailleurs une occasion d'enfoncer le clou pour Max Verstappen, même s'il est déjà champion du monde, ne pas se reposer sur ses lauriers et donc continuer à gagner pour préparer au mieux la saison 2024. Peut-être avant de clôturer cette émission, messieurs, un petit pronostic concernant ce Grand Prix. Quelles équipes voyez-vous aux avant-postes pour cette manche américaine? Bah, qui d'autre que Red Bull, hein, vraiment, ils ont montré qu'ils avaient une voiture qui finalement était supérieure à Ferrari, sans aucun doute. Donc, qui d'autre que... Je dirais aussi un retour de Mercedes, un petit peu comme je l'ai dit à la normale. Pourquoi pas aller titiller les Ferrari. Mais voilà, Red Bull, grand favori, quoi. On se mouille pas, quoi. Sinon, si Alpine arrive à faire on va dire une bonne performance, je pense qu'on pourra dire que les améliorations portées sur la voiture sur les 2 derniers Grands Prix seront porteurs pour la suite. Eh bien, on verra ça on verra ça du coup dans 2 semaines, puisque donc le Grand Prix des États-Unis se déroulera dans 2 semaines. Merci messieurs d'avoir participé une nouvelle fois à cette émission. C'était un plaisir comme toujours de partager Formule 1, de discuter Formule 1 avec vous. Concernant la prochaine émission, je pense qu'on se retrouvera la semaine après le Grand Prix des États-Unis, ce qui nous permettra donc de débriefer cette première tournée américaine et de se tourner vers la deuxième manche de cette tournée qui se déroulera au Mexique. Merci également à nos auditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et aussi sur YouTube, puisque nous commençons un petit peu à développer notre activité sur YouTube. On propose également aussi les podcasts que nous vous proposons. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des actualités, euh, concernant notre chaîne. Peut-être un dernier mot, messieurs, avant de clôturer définitivement cette émission. Bah, merci aux éditeurs et à la prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne fin de saison, appréciée, parce qu'on va bien s'ennuyer cet hiver. Eh ben, je vais abattre le drapeau à Damien en vous disant merci encore de nous écouter. Rendez-vous la semaine après le Grand Prix d'Austin. D'ici là, portez-vous bien, continuez d'aimer la Formule 1 et on se retrouve pour de nouvelles aventures, toujours sur Radio ZMT. Bonne soirée et bonne écoute.